Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis super content. C'est déjà le 10e podcast. Waouh, comme le temps passe vite. Je dois vous dire que c'est assez encourageant. Aux frontières du possible est de plus en plus écouté. Les écoutes commencent à se stabiliser. Au début, il y avait un pic d'écoute à chaque fois que je mettais un nouvel épisode en ligne, puis plus rien, jusqu'au prochain épisode. Maintenant ça va mieux. Les écoutes se stabilisent même entre les publications. Je vous dis donc merci de votre soutien, ça fait plaisir. Mais je dois aussi vous avouer qu'on se sent un peu seul de mon côté. Même si je sais que vous êtes là à m'écouter, j'ai pas trop de retours. Alors n'hésitez donc pas à m'envoyer un petit commentaire, mettre une évaluation, ou me donner vos idées, vos envies. Peut-être il y a un sujet que vous aimeriez approfondir, ou entendre quelqu'un de particulier. Pour cela, vous avez deux choix. Soit m'écrire sur votre application de podcast favorite, si c'est possible, toutes n'ont pas cette option. Ou alors, vous pouvez m'envoyer un petit mail à podcast@superapprenant.com. Je mettrai cette adresse dans le descriptif de cet épisode. Je vous serai aussi super reconnaissant si vous pouviez me mettre une évaluation sur iTunes ainsi qu'un petit commentaire. Comme je le dis souvent, ça m'aide énormément. Je dois aussi vous avouer que je suis quelqu'un d'assez versatile et pour moi publier continuellement de nouveaux épisodes est un véritable challenge. D'habitude, je suis plutôt du genre à bosser à fond sur un projet, puis quand c'est fini, je change complètement de direction pour me lancer un nouveau défi et bosser sur quelque chose d'autre, souvent complètement différent. C'est un de mes gros défauts et j'espère avoir assez de motivation pour continuer ce podcast pendant un petit bout de temps. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me motiviez. Je me suis lancé le défi de publier au minimum 50 épisodes. Si ça fonctionne, je continue. Autrement, je passe à autre chose. Donc si vous appréciez Aux frontières du possible et que vous voulez que ça continue, faites-le moi savoir. Aussi, le format a un peu changé par rapport au tout début. C'est normal. Quand on commence un nouveau projet, on n'est jamais vraiment certain de la direction à prendre. Tout évolue. Mais je pense que j'ai trouvé un format pas trop mal. C'est-à-dire un épisode toutes les semaines. Plus précisément, un épisode solo suivi d'un interview. Ça fait donc 2 épisodes solo par mois et 2 interviews. C'est beaucoup plus facile de cette manière et beaucoup plus gérable. Au tout début, je voulais faire une interview par semaine, mais je me suis vite rendu compte que c'était presque impossible. C'est un boulot à temps plein et malheureusement, j'ai de nombreuses autres activités à côté. Le plus long, c'est de trouver des invités, de trouver une plage horaire en commun, et surtout, le plus long, c'est le montage. J'ai compté ça environ 10 heures de boulot pour chaque interview. C'est pourquoi j'ai décidé de n'en faire que 2 par mois. Le reste, c'est des épisodes solo, comme aujourd'hui, qui sont beaucoup plus rapides à réaliser. Vous avez sûrement remarqué, je mets souvent des petites musiques de mon cru entre les épisodes solo pour casser la monotonie et donner à chaque épisode son propre atmosphère. Si vous appréciez cette musique, vous pouvez jeter un coup d'œil à mon projet musical Foreign sur SoundCloud par exemple. Je mettrai là aussi le lien dans les descriptifs de cet épisode. Je n'ai jamais été autant actif sur les réseaux sociaux, donc si vous appréciez mon univers, vous pouvez me suivre un peu partout, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. Mais je tiens à vous dire, avant j'étais un peu partout à la fois et un peu nulle part. C'est pas super pertinent d'être sur tous les réseaux sociaux et de proposer la même chose. Donc si vous voulez vraiment me suivre, je favorisais surtout Facebook et Instagram par rapport aux autres. Donc c'est sur Facebook et Instagram qu'il faut me suivre. Vous trouverez là aussi les liens dans le descriptif, dans le show notes comme disent les anglophones. Sur Facebook, je publie un peu tout, et sur Instagram, des citations inspirantes ou drôles, ou les deux, et je fais quelques vidéos sur mes apprentissages en cours. En ce moment, c'est le chinois mandarin, donc je vous attends là-bas. Pour me retrouver, c'est super apprenant. Je me suis torturé l'esprit pendant un moment pour rien. À savoir s'il fallait changer le nom de mon site et réseaux sociaux de Super Apprenant à Aux frontières du possible. Et finalement, je me suis dit que ça servait à rien de se prendre tout le temps la tête pour ce genre de petits détails. Donc pour me suivre, c'est Super Apprenant plus qu'Aux frontières du possible. Aux frontières du possible est un projet compris au sein même de Super Apprenant. Donc voilà, j'espère que vous appréciez ce format et ces quelques changements. Merci encore, j'arrête un peu de raconter ma vie, c'est parti pour un nouvel épisode solo de Aux frontières du possible. Pour vous, mémoriser de nouvelles choses est signe de torture et d'angoisse? Dès que vous souhaitez retenir une nouvelle information malgré vos efforts répétés, il suffit de quelques minutes, voire pire quelques secondes, et hop, vous avez tout oublié. À cause de ça, vous commencez à perdre confiance en vous. Vous pensez être incapable d'acquérir une nouvelle compétence, d'apprendre une langue étrangère, de vous réorienter professionnellement, suivre une formation, ou tout simplement d'obtenir vos diplômes. En bref, vous pensez avoir une mauvaise mémoire. Ne vous inquiétez pas, à tout problème, sa solution. Et vous savez quoi? J'ai la solution.
Vous n'avez pas une mauvaise mémoire, vous n'utilisez tout simplement pas les bonnes techniques. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma nouvelle formation de plus 40 minutes où je vous dévoile la recette d'une super mémoire, ingrédient par ingrédient. En la suivant, vous serez capable de booster considérablement votre pouvoir de mémorisation. Vous savez quand il aurait fallu commencer à booster sa mémoire? Non? 10 ans en arrière. Vous savez quand c'est le deuxième meilleur moment pour booster sa mémoire? Non? Eh ben c'est maintenant. Alors inscrivez-vous gratuitement à ma formation Une super mémoire, soit en allant sur le site www.superapprenant.com, soit en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Ne vous gâchez plus la vie à cause d'une mauvaise mémoire, il est temps de prendre enfin le dessus, dès maintenant. Aujourd'hui, on va parler de comment les langues changent la façon dont nous percevons le monde et la réalité. Les langues et la réalité, c'est une question que je me suis souvent posée à mes heures perdues. Dans le bus, dans la voiture ou sur le canapé. Ça fait quelques temps que je me pose la question suivante. Est-ce que les langues que nous parlons changent notre perception du monde? Du coup, j'ai décidé de faire un épisode pour essayer de répondre à cette question. Puis ça tombe bien de parler d'un sujet qui me passionne pour ce 10e épisode de Aux frontières du possible. Alors tout a commencé il y a 4 ans. J'étais alors en Crimée, c'était juste avant que la situation politique éclate en Ukraine avec les répercussions que vous connaissez. Mais je suis pas là pour parler de politique, et pour vous dire la vérité, je déteste ça, la politique. Donc j'étais là, c'était un dimanche, et je m'adonnais à une des plus grandes passions des Slaves, le banya. C'est-à-dire le sauna façon russe, un sauna à la chaleur sèche. J'étais donc là, assis autour d'une table en bois clair, les cheveux encore humides et vêtus d'une serviette de bain autour de la taille. Je venais de faire semblant d'être insensible à la chaleur intense et étouffante du banya. Je venais de me faire fouetter par des branches de bouleau pour encore faire plus monter la chaleur de mon corps et forcer brutalement toutes mes toxines à s'auto-éjecter. Et enfin, je venais de sauter à mon grand désarroi dans un lac gelé et fan que j'avais même pas froid. Donc j'étais là, assis autour de cette table, en train de me remettre doucement de mes émotions quand un de mes amis me posa une question toute simple qui allait par la suite avoir de lourdes répercussions. Как будет мороз на французском? Comment on dit moroz en français? J'étais incapable de répondre. Pour faire simple, on pourrait dire que moroz, c'est le givre. Mais c'est pas tout à fait ça. Ou alors la gelée. Mais c'est pas ça non plus. En fait, on n'a pas de mot en français pour décrire précisément ce qu'est moroz. On pourrait dire que c'est quand il fait tellement froid que tes sourcils et tes poils de nez gèlent. Mais c'est là, encore pas vraiment ça. Chaque langue est une paire de lunettes qui permet de décrire le monde d'une manière différente avec ses propres précisions, et souvent, c'est très difficile de le traduire dans d'autres langues. Alors qui de mieux que les Russes pourrait mettre un mot sur le grand froid? Ce n'est pas avec nos moins 2 degrés l'hiver que nous pourrions décrire et préciser les différentes nuances du grand froid et de l'hiver. C'est grâce à la question de mon ami que j'ai commencé à me poser des questions sur la puissance des langues et le pouvoir de transformation qu'elles avaient sur nous. Une étude un peu controversée dit que les Esquimaux ont plus de 50 définitions pour traduire le mot neige et que les peuples vivant en Amazonie auraient là aussi un nombre très important de mots pour décrire le mot vert. C'est pas étonnant. À la base, on a tous essayé de mettre des mots sur notre environnement. Si on est entouré de neige, on a plein de mots pour décrire la neige. Mais ce qui est magique, c'est que désormais on peut assimiler cette vision du monde, même sans vivre au pôle Nord. Vous savez comment? Tout simplement en apprenant des langues étrangères. Ой, пливе човен, води повен, а в човні надія, що здійсниться мрія. Ой, шукають люди по усіх усюдах, де є краща доля, ніж рідна неволя. Не шукайте, люди, правди втім не буде. Як сонце засяє, ніч сама зникає, не потоне човено й не потоне він надії повен, мов людей у серці, рідний край озветься. Ой, пливе човен, ой, пливе води повен, а в човні надія, що здійсниться мрія. En fait, la structure d'une langue formate complètement notre façon de penser. En apprenant une langue, on peut même modifier le temps. Par exemple, pour nous francophones, le temps est quelque chose qui va de gauche à droite.
Par exemple, on lit une BD de gauche à droite, de la case de gauche à la case de droite. Au contraire, dans certaines cultures asiatiques, comme au Japon, le temps se déroule de droite à gauche. Lisez un manga par exemple, c'est tout inversé. Avec le japonais, on pourrait croire qu'on remonte le temps. Un autre composant très important influe beaucoup sur notre vision du monde. Ce sont les genres des noms, le féminin, le masculin et pour certaines langues, le neutre. Pour nous, l'objet une table, c'est féminin. Alors que pour les Russes par exemple, c'est masculin. Ces concepts de féminin masculin s'ancrent tellement en nous et forment tellement notre vision du monde qu'il est très difficile de s'en défaire. C'est pourquoi, souvent quand les étrangers parlent français, même s'ils ont un très bon niveau et parlent presque sans accent, ils se trompent souvent sur le genre des noms. Les Allemands par exemple font beaucoup ça, parce que pour eux ça diffère beaucoup du français. Pour eux, le féminin est pour nous le masculin, et vice versa. Les langues que nous parlons forment tellement notre vision du monde qu'elles modifient même l'art. Et oui, même les artistes sont soumis au diktat des langues qu'ils parlent. Une étude a été réalisée, on a donné le mot, la mort à des peintres de différentes nationalités. Ils devaient la représenter sur la toile. Chose étonnante, chaque peintre dessinait la mort soit par des traits féminins, si le mot mort était du genre féminin dans sa langue, ou soit par des traits masculins, si le mot mort était du genre masculin dans sa langue. Nous par exemple les francophones, on s'imagine souvent le mot mort sous des traits féminins, avec sa grande cape et son long visage effilé. C'est quand même paradoxal, non? Les artistes essaient quand même souvent de ne suivre aucune règle, et sont souvent contre le formatage. Vous voyez bien, on est tous influencés par les langues que nous parlons. Pour certaines langues, ça devient encore plus complexe. Par exemple l'anglais où il n'y a pas de féminin ou masculin pour les noms. Et surtout, ça devient compliqué à cause du neutre, it. Quand on parle des animaux, en gros, si on a de l'affection pour l'animal, si on le connaît, on va le désigner par elle ou lui. Mais s'il nous est sauvage ou inconnu, on va dire it. Du coup là, en anglais, notre vision du monde est modifiée par rapport à l'affection et à la connaissance que l'on a d'une chose. Pour revenir à l'art, j'ai même une théorie, pas du tout fondée, mais j'aimerais quand même vous la partager. On dirait que la musique est elle aussi influencée par la langue de son compositeur. Les compositeurs de musique classique russe fournissent souvent des compositions précises, très techniques, voire même mathématiques, à l'image du russe et de sa grammaire complexe et précise. Les compositeurs italiens fournissent quant à eux des choses plus lyriques, plus mélodiques, plus légères et colorées, à l'image de l'italien. La langue chinoise est une langue tonale. Le ton qu'on donne à un mot change son sens. Il y a 5 tons en chinois. Et vous savez combien il y a de tons dans la musique traditionnelle chinoise? Il y en a 5 aussi. C'est une musique pentatonique. C'est peut-être une coïncidence, mais c'est intéressant de le dire. On pourrait encore continuer longtemps comme ça. La vraie raison derrière tout ça, franchement, je la connais pas. Mais je suis quand même certain que la langue y est pour quelque chose. On pourrait alors se poser une question. Est-ce que notre perception du monde ne va pas se réduire avec la disparition de certaines langues au profit d'autres? Si, c'est bien ça le problème. Dans notre monde ultra connecté, dans un monde mondialisé, il est indispensable d'avoir une langue en commun. Mais ça veut pas dire que l'on doit oublier sa langue maternelle ou délaisser des langues plus minoritaires. Il est désormais indispensable de parler anglais, très utile de parler chinois mandarin, et c'est pas mal si vous pouvez parler espagnol. On peut choisir les langues que nous voulons parler en fonction de leur degré d'utilité, je suis d'accord. Mais il faut aussi choisir une langue en fonction de la vision du monde qu'elle va nous apporter. Je pense qu'il est bien d'avoir dans son répertoire des langues universelles et majeures, mais c'est aussi pas mal d'en avoir d'autres, plus minoritaires par exemple, comme le basque ou l'ukrainien. Moi personnellement, j'ai longtemps hésité avant de me mettre à l'ukrainien. Vous savez, en Ukraine, bien que la situation change à cause de la guerre, la plupart des gens parlent russe. Alors pourquoi apprendre une langue qui est très peu parlée, même dans son propre pays? J'ai quand même passé le pas et je le regrette pas. Les gens sont souvent très surpris quand vous parlez leur langue. Encore plus si c'est une langue minoritaire. Ça fait du bien à l'interlocuteur tout en faisant du bien à l'ego. Mais je vais pas vous cacher que c'est pas facile. Dans les pays où il y a des langues minoritaires, la plupart des gens sont bilingues. Ils parlent une langue forte et leur langue. Du coup, si vous commencez à parler leur langue minoritaire, ils vont vite changer pour la langue la plus forte. L'anglais, le russe, l'espagnol, le mandarin, etc. Et ce n'est pas toujours évident parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de ressources pour apprendre ces langues. Mais c'est pas impossible, et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Donc pour moi, un monde parfait est un monde bilingue. Un monde où les gens sauvegardent leur langue, leur culture, leur savoir, sans mettre de côté la modernité et l'internationalité. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Surtout, n'ayez pas peur d'apprendre des langues, que ce soit des langues majoritaires ou bien des langues minoritaires. Ce n'est pas impossible, et croyez-moi, ça va complètement vous changer en bien. Ne parler qu'une langue, être monolingue, c'est comme vivre dans un tout petit bocal. Alors prenez confiance en vous, faites le grand saut, plongez dans l'océan, enrichissez votre perception du monde, je vous garantis que vous ne le regretterez jamais. Chaque langue est une manière unique de percevoir la réalité. Большое спасибо, thank you, дуже дякую, CSI. Merci à vous, et à bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit, et ça ne vous prendra que 15 secondes.
Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible tout attaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.